Le rideau dans le café se ferme, un client est sous la table, d'autres sont réfusés derrière le comptoir. La panique cet après-midi dans le cave Montparnasse. Les coups de feu viennent de retentir. Sur le quai, un homme est à terre, blessé par un tir. À quelques mètres, un autre homme est pris en charge par les secours. Il est blessé au pied après les coups de feu. Honnêtement, je n'ai jamais vécu ça. Je voyais tout le monde courir et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait bousculer, qui est tombé et les gens marchaient dessus. C'était vraiment la panique. Vers 14h30 dans l'après-midi, un train en provenance de Rennes arrive à Paris. À bord, un homme de 44 ans. Sur le quai, les policiers attendent. Il est visé par conjugale. Selon le parquet de Paris, l'homme est menaçant. Exhibant un couteau à son arrivée en gare, il a été touché à la jambe par le tir d'un policier de la brigade des réseaux ferrés et s'est ensuite asséné des coups de couteau à la gorge. L'homme interpellé et blessé, les tirs font une victime collatérale, un voyageur de 53 ans touché par une balle perdue. On a entendu des coups de feu, un mouvement de foule, un mouvement de panique. On a eu très peur. On pense actuellement au 13 novembre. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'homicide par le porteur de couteau, l'autre pour éclaircir l'usage de l'arme à feu par le policier. Pour ces enquêteurs de la police judiciaire, on travaille sur un rond-point, une question. Cet assassinat est-il un avertissement? Car le jeune homme de 20 ans pris pour cible est inconnu des services de police. Il est le frère d'Amin Kessassi, un militant écologiste très engagé contre le trafic de drogue. Mehdi Kessassi est mort alors qu'il rentrait chez lui. Il est 14h30 hier, à un rond-point, lorsque deux tirs à moto s'approchent. Le passage descend et le prend pour cible à coups de pistolet. Le moto de l'assassin a été retrouvé à quelques kilomètres de là, dans le quartier nord de la ville, totalement calciné. Ce jeune homme de 20 ans n'a aucun lien indirect avec le narcotrafic, sinon par son frère Amin, qui effectivement est très engagé dans cette lutte. Si tel était le cas, on peut très clairement dire que nous serions à un point de bascule. L'assassinat visait-il à atteindre le frère? Un gardien politique venait de sortir un livre intitulé Marseille, et suite là. Il dénonce l'emprise mafieuse trouvée sous protection policière depuis qu'il avait reçu des menaces. Il y a quelques années, une équipe de France l'avait suivi sur le terrain à la rencontre du président de la République en déplacement à Marseille. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça ne sert à rien de venir avec un plan qui a été fait dans un avion ou je ne sais où. Il faut que ce plan, vous le construisiez avec nous, les élus locaux avec nous, les associations avec nous, les familles des victimes, parce qu'on a également un témoignage à apporter. Amin Kassia avait déjà perdu un demi-frère dans un assassinat sur fond de trafic de drogue. La famille est aujourd'hui une nouvelle fois endeuillée. Le père s'est recueilli dans la matinée sur les lieux. Voulait devenir policier. Nous l'avions rencontré il y a 4 ans. Il dénonçait aussi la violence des narcotrafiquants. La criminalité s'était incrustée au rituel Marseille. En fait, Marseille s'est fait de sang. Depuis le début de l'année, 14 personnes ont perdu la vie dans les assassinats liés au trafic de drogue dans les Bouches-du-Rhône. Il y en a à chaque coin de rue, des burgers, des kebabs, en quelques mètres plusieurs. Faut-il les tarser pour limiter leur nombre? À Châtellerault, 5 fast-food qui entrent dans le centre, les habitants sont partagés. Ça dépanne. On n'a qu'à interdire tout simplement de limiter. Ça dépanne. On n'a qu'à interdire tout simplement et limiter par rapport au nombre d'habitants dans un quartier. Depuis quelques années, le nombre de fast-food explose en France. En 2018, il y en avait 37 000, plus de 49 000 5 ans plus tard. Alors, pour dissuader les enseignes d'installer de nouveau, les sénateurs proposent de les tarser. À chaque ouverture de franchise, il faudrait payer 50 000 euros. Et si le fast-food est à moins de 300 mètres d'une école, ce serait le double, 100 000 euros.
Dans cette commune, dans la région parisienne, un géant de la restauration rapide doit ouvrir à quelques mètres d'une école primaire. Impensable pour certains riverains. Le maire a tenté de s'y opposer en vain. Il est favorable à une mesure nationale. On n'a pas le droit d'interdire un commerce, sauf s'il y a des problèmes d'hygiène, des problèmes de sécurité, mais sinon, on n'a pas le droit. Les professionnels de la restauration rapide sont opposés à cette proposition. Ils dénoncent une inégalité devant l'impôt. Une échelle déployée depuis le toit que les cambrioleurs ont laissé sur place avant de s'enfuir. Elle leur a permis de s'introduire il y a 3 semaines dans un magasin de vélos pour vider une grande partie des stocks. On vide un peu le magasin, tous les vélos qui coûtaient cher, bien évidemment, au-delà de 5 000 euros. 24 vélos ont été volés pour un préjudice de 148 000 euros. Les gendarmes ont réussi à interpeller les cambrioleurs lundi. 5 individus sont soupçonnés d'une douzaine de vols de vélos haut de gamme partout en France. Parfois, ils n'ont même pas eu besoin d'entrer dans le magasin. Après avoir fait un trou dans la toiture, ils utilisaient une canne à pêche afin de crocheter les vélos. Un mode opératoire artisanal mais redoutablement efficace. Le gérant d'un magasin près de Mâcon n'en croyait pas ses yeux lorsqu'il a découvert sur des images de vidéosurveillance ces vélos suspendus dans les airs. Ils ont découpé plusieurs trous dans le toit, un premier pour faire un repérage et ensuite 2 gros pour extraire les vélos. La cible des voleurs est les pots de route des générations tout en carbone, des biotechnologies. L'an dernier, pour une valeur totale de 100 000 euros. Ce sont des vélos assez légers, des kilos à lever, plus faciles. Sur toi, aurait déjà été victime d'un vol. Les fabricants, quant à eux, renforcent sans cesse leurs offres pour garantir plus de sécurité, comme des systèmes d'alarme ou de géolocalisation. Entre 400 et 500 000 vélos sont volés chaque année en France, soit presque un camp chaque minute. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de vidéos alertent sur des arnaques visant les locataires. Il s'agit d'escrocs qui louent des appartements ou des maisons qu'ils font même visiter, faisant signer un faux bail, fausses annonces, propriétaires. Les locataires piégés perdent plusieurs milliers d'euros de caution sans jamais obtenir de l'audience. C'est ce qui est arrivé à des étudiants. Après plusieurs mois de recherche d'un appartement à Paris, elles pensaient avoir enfin trouvé leur bonheur sur une plateforme en ligne. Le prix était raisonnable comparé au mètre carré. Tout était vraiment parfait pour l'emménagement. 1 300 euros par mois pour 37 mètres carrés dans l'ouest parisien. L'appartement est proposé par une prétendue agence immobilière. On a eu une visio toutes les deux avec le monsieur qui a filmé l'appartement. Ensuite, les parents de Loïse ont fini par aller à Paris la semaine d'après, dont on a demandé à faire une visite. Emballée, elle signe le bail et verse 3 000 euros de caution. Quelques jours plus tard, le père d'une d'elles doit récupérer les clés, mais rien ne se passe comme prévu. Mon père essaie de rentrer dans l'appartement quand même. Il toque à la porte et le vrai propriétaire ouvre. Mon père dit, on est là pour la remise des clés. Et le propriétaire répond, vous êtes la 4e personne aujourd'hui qui vient nous voir pour avoir les clés de mon appartement. Mais moi, je ne suis pas du tout au courant de cette histoire. Les 2 étudiants ont été victimes d'une arnaque soigneusement orchestrée. Les escrocs ont d'abord loué l'appartement via une plateforme de location saisonnière avant de publier une fausse annonce sur Internet. Ils se sont ensuite fait passer pour des agents immobiliers, allant jusqu'à rédiger un faux bail, reprenant le nom d'une agence et le bien réel. Son responsable, Paul Rune, a découvert la supercherie après plusieurs appels de victimes. En prenant le nom de ma société, mon nom et mon prénom, ça a permis de rassurer les personnes. Donc oui, ça m'a fait perdre du temps et ça a entaché mon image. Selon lui, il y a une personne.
ont ainsi piégé. Mais le propriétaire ont plus dans tout dans leur poche, notamment dans les grandes villes où le marché locatif est tendu. Pour soi-disant valider les dossiers de location, les escrocs réclament de nombreux documents, cartes d'identité, fiches de paie, relevés bancaires. Une fois entrés dans leurs mains, ces documents leur permettent d'usurper l'identité des locataires. Contacté par téléphone, un homme victime, après avoir répondu à une fausse annonce, raconte anonymement. Il m'avait demandé plusieurs documents, dont relevé de compte bancaire. Moi, je voulais prouver ma bonne foi, donc je lui ai envoyé le document en masquant toutes les informations, sauf celles qu'il voulait, donc mon salaire. En fait, ce sont les mêmes documents qu'on demande aujourd'hui pour une allocation immobilière, pour faire un crédit à la consommation, dont en fait, il a pu s'acheter un véhicule avec, il s'est fait passer pour moi à chaque étape. Pour lutter contre les fausses annonces publiées en ligne, certaines plateformes s'organisent. Ici, chaque nouvelle publication est contrôlée, pièces d'identité et justificatifs de domicile des propriétaires sont vérifiés comme une taxe foncière. Alors là, ce qui n'allait pas, c'est que c'est censé être dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le 64. Par contre, ça reprend le département, sauf que là, c'est 64, donc rien à voir avec les Pyrénées-Atlantiques. En tout cas, ce document-là est faux. Le bien n'est donc pas mis en ligne, comme 10% des annonces qui sont bloquées. Une semaine, désormais, on peut en plaquer une dizaine par jour parfois. Comment s'y retrouver lorsqu'on cherche un logement? Cet avocat en droit immobilier a quelques astuces pour les locataires. Le conseil serait de passer par une agence et de s'assurer que c'est bien l'agence qui se présente à vous, qui est l'agence chargée de la location du bien. Ce serait de ne payer qu'une fois qu'on ait les clés et puis de vérifier les photos qui sont diffusées sur un site. Est-ce qu'elles sont également diffusées sur un site de location saisonnière? Dossier facile du gouvernement pour télécharger, authentifier et sécuriser vos documents avant de les transmettre. 3. 1. Adjuger. Ce chemisier vient d'être acheté pour 22 €. C'est la nouvelle tendance du commerce en ligne où une vente aux enchères interactive où le vendeur se met en scène. Vêtements, sacs ou papier toilette, tout y passe et très vite. Souvent en moins d'une minute, car tout est vendu aux enchères. Les clients doivent être rapides pour l'emporter. Le retour du téléachat, c'est assez impulsif et ludique. Ça incite à la consommation. Hein. Ça peut être super intéressant pour quelque chose qui n'a pas trop de demande. On peut avoir pris. La méthode s'inspire des influenceurs chinois qui vendent des milliers de produits en ligne en temps record. Elle arrive aujourd'hui en France, il y a une nouvelle plateforme américaine. Tout le monde peut s'inscrire et vendre ce que bon lui semble. Seule obligation, avoir plus de 18 ans pour ce gérant d'une boutique de basket de collection. C'est un bon moyen de vider ses stocks d'invendus. Sans ça, on aurait beaucoup de produits qui ne partiraient pas. On a aujourd'hui entre 50 et 200 produits vendus par semaine. Ça nous permet sur des invendus de récupérer entre 50 000 et 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Vous allez y venir souvent et passer trop de temps, vous n'avez pas de notion d'argent. Souvent, ce sont des adolescents et vous n'avez pas l'impression de dépenser de l'argent. Et l'addition de 2 €, plus 3 €, plus 5 €, ça finit par faire des sommes qui sont importantes. Présente dans 9 pays dans le monde, la plateforme connaît une croissance exponentielle. Son chiffre d'affaires a déjà dépassé 6 milliards d'euros en 2025, le double de 2024. Des avions coulés au sol, dizaines de vols retardés. Ce n'est pas la grève des aiguilles de ciel et le jeu du baccalauréat en Corée du Sud. En raison de l'épreuve d'écoute en anglais pour les élèves de terminal coréen, deux patienteront 30 minutes au Japon avant le départ. Les transports sont à l'arrêt pour limiter le bruit du jour, le jour du Sunon. Ce baccalauréat est une étape fatidique dans le pays, accès à l'emploi, vie sociale, tout dépend de cet examen. La veille de l'épreuve, pour soutenir les lycéens, les étudiants scandent des encouragements. Jeudi, jeudi, devant le lycée, des parents anxieux accompagnent leurs enfants. Il y a un temps pour la proximité, je prévois de m'y rendre. Je vais rencontrer d'autres mères et nous prierons. Le PNP pense aux étudiants.
Des policiers escortent les retardataires sous les flashs accusateurs des photographes. Les entreprises et la bourse ouvrent plus tard. À Paris, une étudiante coréenne et sa camarade ont passé l'examen il y a 10 ans. Elles se souviennent d'un stress presque insurmontable. Si on le rate, on ressort beaucoup de pression sociale. Je pense que ce n'est pas normal. En fait, parce qu'un jour d'examen, ça peut changer notre vie et ça peut décider notre avenir. Cette année, 550 miliciens ont passé le Sunon. Ils connaîtront leurs résultats en décembre. Un magasin de laiterie comme les autres a un détail prêt. Tous les matelas sont reconditionnés et fabriqués à partir de matelas d'occasion. Pas de quoi redouter. Si les clients bénéficient, c'est pour le prix attractif. Ce sont des matelas haut de gamme qui sont recyclés, dont on paie moins cher par rapport à la qualité. Un bon plan. Ce matelas reconditionné coûte 449 € contre 899 € pour un neuf de la même qualité. Mais comment les fabriquer? L'entreprise récupère les vieux matelas en des inventaires précassés. Ceux les moins abîmés sont conservés. Et l'étape primordiale est la désinfection de ces matelas grâce à une machine à chaleur pulsée. Ça permet d'éliminer 99% des bactéries, 100% des punaises de lit et d'avoir un produit qui, en fin de course, est aussi propre qu'un matelas neuf. L'entreprise fabrique 1500 matelas par mois, soit 2 fois plus que l'antérieur. Le marché de la seconde main en pleine croissance. Même les marques haut de gamme dans ce magasin, ce sont des matelas employés par les clients pendant la période qui sont proposés. Une lézarde sur un mur qui fracasse des vies. Et des millions de Français qui se demandent comment sauver leur maison fissurée. Des solutions émergent, moins chères, plus faciles à mettre en œuvre. Dans cette commune, pour tout, une maison a été rachetée il y a 4 ans. Les nouveaux propriétaires sont refaits, tout l'intérieur installe de jolis cadres. Il sert à cacher justement la fissure que l'on voit, mais le pire est à l'extérieur. Les sous-marins ont très vite constaté des anomalies. On était installé au niveau de la terrasse. On s'est aperçu que chaque jour, chaque semaine, on voyait qu'il y avait un écart un peu plus important qui se creusait. Le problème vient du sol. Sous la maison, de l'argile se rétracte avec la sécheresse et gonfle avec la pluie, créant des fissures. Le problème est accentué par le changement climatique. L'assurance lui propose une solution innovante, solidifier le sol avec un gel spécial. Le produit parcourt tout le flexible et on vient brancher le flexible unique sur une canule qui va jusque dans le sol sous la fondation. Ce gel à base de silice est injecté dans chaque trou en 5 minutes. Il faudra attendre 3 jours pour que le processus parvienne à son terme et que le sol soit consolidé. Une technique à 40 000 €, 3 fois moins cher que de lourds travaux pour reprendre les fondations. L'objectif est de changer complètement la structure de l'argile dans le sous-sol, en modifier complètement les caractéristiques par des réactions chimiques minérales. Faire de cette argile quelque chose qui n'est plus du tout sensible à ce phénomène. Le fichomètre, ça nous permet d'avoir le même mesure de ce côté et de l'autre côté. Ce chercheur intervient sur le taux d'humidité pour que le sol ne bouge pas en cas de sécheresse. Il a conçu un système automatique pour envoyer les taux de pluie sur la maison depuis une cuve de récupération. Quand la réhydratation est déclenchée, nous avons des points d'humidification qui sont tous autour de la maison. L'eau va goûter au niveau de ce point d'humidification, ce qui permet de réhydrater le sol sous la fondation. Ces solutions pourraient être commercialisées d'ici 5 ans pour un prix moyen de 20 000 €. Quelle que soit la solution choisie, une condition préalable pour que l'assurance relève avec
que la commune soit bien reconnue en état de catastrophe naturelle. Au petit matin, l'ambiance est digne d'un samedi soir dans un magasin de Grandville. L'ouverture d'un grand pont de cette ancienne décoration. Un cadeau de bienvenue. Après plusieurs mois de travaux, le magasin a rouvert pour un moment clé de l'année. Nous ne sommes que début novembre. Les clients viennent déjà chercher des petits objets pour Noël. J'ai fait le tour une fois, j'ai repéré, je me suis dit que je vais faire le tour du magasin, on ne va peut-être pas craquer. J'avais pris que le casse-noisette, puis là, ça fait déjà 3 fois que je passe dans le rayon, je vais repartir les 20 pleins, je pense. Noël se prépare depuis des semaines. Plus de 1000 références à cette période. Les rayons sont pleins, tout est fait pour être tentant. L'enjeu est crucial. Cette période, novembre-décembre, représente de 20 à 30% de notre chiffre d'affaires de l'année. Donc là, il faut vraiment qu'on soit présent pour les clients et qu'on ait tout ce qu'il faut dans les rayons. La période des fêtes est tout aussi stratégique dans le secteur alimentaire. Près de Besançon, cette usine fabrique dès le mois de septembre des milliers de bûches pour les spécialistes des surgelés. Sur la ligne de production, le nouveau produit de l'enseigne est inspiré de la tablette de chocolat Dubaï, très à la mode en ce moment. Couche de biscuit, une couche de croustillant faite à base de canaille, comme ce qu'on retrouve dans le chocolat Dubaï. Hein. Ensuite, on va crémer et on répète cette opération, on redépose un biscuit. Cette bûche sera le plus cher de la gamme cette année. 4 fois plus cher qu'une bûche classique. Un pari risqué pour la marque qui a beaucoup misé sur ce produit. On commence à travailler sur les bûches de Noël un an avant le moment de Noël. On avait déjà vu cette tendance du chocolat Dubaï. On voit bien que tout au long de l'année, elle s'est vraiment intensifiée. Pour être sûr de ces choix, l'enseigne a réuni plus de 10 000 responsables de magasins en région parisienne. Un grand dîner pendant lequel ils découvrent les produits de Noël qu'ils vont bientôt commercialiser. Le fait de connaître ces produits permet de mieux les vendre en magasin. C'est aussi le moment où il faut accrocher les clients occasionnels. Temps fort du dîner, l'arrivée de la fameuse bûche chocolat Dubaï, une dégustation loin d'être anodine. Car l'enseigne joue gros. Elle va réaliser 23% de son chiffre d'affaires annuel en seulement 7 semaines. Systématiquement, un produit qui n'aura pas plu, c'est un produit qui ne se vend pas. A contrario, un produit qui plaît, il se vend plus. Donc nous, on réajuste nos volumes en fonction des remontées terrain. Les clients les achètent sont-ils aussi. L'enseigne s'était confiante et compte bien écouler en 2025 encore 2 millions de bûches à Noël. Il y a tout un fromage blanc avec la même texture onctueuse, vendu dans ces grands pots et de plus en plus au format yaourt. En quelques années, ce qui a inondé les supermarchés français, Marie Roland, Post-Special. Ce qui est pauvre en matière grasse est très riche en protéines. Le marché est en plein essor. 40% des Français en consomment aujourd'hui. C'est même l'un des produits les plus vendus dans les rayons. 40% des Français en consomment aujourd'hui. C'est même l'un des produits les plus vendus dans les rayons. Toutes les grandes marques s'y sont mises, mais aussi les petits producteurs, comme une laiterie coopérative. Pour fabriquer du ski, on utilise du lait écrémé qui est mis en fermentation.
Durant cette maturation, le lait écrémé va devenir ski, il va s'affaisser et on va obtenir une texture plutôt lisse qu'on va retravailler par la suite. La différence avec un yaourt est sa forte teneur en lait. Il faut 3 litres pour produire 1 kg de ski. « 50 centimes d'euros plus cher que les yaourts traditionnels, mais les ventes se portent bien. La laiterie fabrique 50 000 ports de ski par an et prévoit bientôt d'augmenter la cadence. C'est l'État qui a débarqué en 2018 dans nos rayons une recette millénaire en Norvège, plus importée par les Vikings en Islande. Le ski s'est démocratisé grâce aux réseaux sociaux et aux influenceurs sportifs. Cette recette nordique tient-elle toutes ses promesses? Le ski est effectivement très protéiné, mais ce n'est pas le produit laitier idéal, selon une nutritionniste. Ça, c'est un ski où il y avait un petit peu de calcium, il y en a 100 000, 110 mg, ce n'est pas beaucoup. C'est 23% de calcium en moins que le yaourt basique. Le ski aromatisé peut également contenir beaucoup de sucre. Le prix du ski est élevé par rapport aux autres produits laitiers. Pour la même teneur en protéines, les produits suisses et les fromages blancs, 0% sont vendus entre 2 et 3 fois moins cher.